Bonjour, je m'appelle Nicolas Maillard et dans le cadre de ma formation d'ingénieur en section informatique industrielle à l'ESE d'Angers et en partenariat avec l'IT2I Pays de la Loire, j'ai effectué un stage à l'étranger. Pour l'accomplissement de ce stage, j'ai passé 2 mois au Pays de Galles, dans la ville côtière d'Aberystwyth. Dans un premier temps, je vais vous présenter les lieux de mon stage ainsi que les missions qui m'ont été confiées par mon tuteur Frédéric Labrosse, enseignant-chercheur à l'université d'Aberystwyth. Dans un second temps, je vais vous présenter la situation d'étonnement que j'ai étudiée durant ce stage. Bonne vidéo! Jour du départ. 6h30 du matin, le TGV arrive à Angers. J'embarque direction aéroport Paris-Charles de Gaulle. Après avoir passé tout le dispositif de sécurité, je monte enfin dans l'avion pour son décollage en direction de l'aéroport de Birmingham. Une fois là-bas, je me retrouve de l'autre côté de la Manche. Nouveau fuseau horaire, nouvelle monnaie et surtout place à l'anglais. Je ne suis pas encore arrivé à Aberystwyth, il me faut encore 4 heures de train pour y parvenir. Enfin, j'arrive à destination vers 17h. Je me retrouve en plein cœur de la ville d'Aberystwyth, au Pays de Galles. Le Pays de Galles, ou Wales en anglais, est une des 4 provinces historiques du Royaume-Uni avec l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Sa capitale est Cardiff. Le Pays de Galles a une population de 2,8 millions d'habitants. Il conserve ses origines historiques et notamment la langue officielle galloise, le Welsh, qui est l'une des langues officielles avec l'anglais. Tout y est écrit à la fois en anglais et en gallois. Panneaux de signalisation, plans de la ville, musées, etc. Le paysage du Pays de Galles se distingue par sa végétation, ses collines et ses nombreux moutons. Aberystwyth se situe à l'ouest du Pays de Galles, dans le comté de Ceredigion, nom qui signifie terre de Ceredig. C'est une ville touristique qui est à la fois la ville la plus grande de la côte ouest et son centre administratif. La ville est nichée entre 3 collines et 2 plages, et a été créée autour du château construit par les Normands. Avec 12 000 habitants et presque autant d'étudiants, il s'agit surtout d'une ville universitaire. L'université d'Aberystwyth a été fondée en 1872 avec seulement 26 étudiants. Elle en compte désormais plus de 9 000. Elle est composée de 17 départements couvrant aussi bien les matières littéraires, telles que les arts, les langues et la littérature, que les matières scientifiques, soit la biologie, les mathématiques, la physique. Mais aussi le département le plus important en ce qui nous concerne, les sciences informatiques, où j'ai effectué mon stage. Mon tuteur, Frédéric Labrosse, est maître de conférence du département des sciences informatiques et enseigne principalement le C++ et le Java. Dans le cadre de ses recherches, le département informatique a conçu un rover appelé IDRIS. Celui-ci leur sert de support de recherche dans le domaine de la robotique et la navigation visuelle. La navigation visuelle, ou Visual Navigation, est employée lorsqu'un robot utilise ses propres caméras afin de choisir une direction vers laquelle se déplacer. Cette technologie est particulièrement intéressante pour l'exploration spatiale et planétaire. Le rover IDRIS est principalement utilisé par le département dans le cadre d'un programme de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il s'agit du projet Proviscout, qui est un projet collaboratif avec les leaders européens de la robotique composé d'entreprises renommées et d'universités avec entre autres Traces, King's College London et Aberystwyth. L'objectif de ce grand projet est de faire la démonstration des capacités de la navigation visuelle. Une fois ces capacités démontrées, l'objectif est de les utiliser dans le projet ExoMars de l'ESA. ExoMars est le projet européen afin d'envoyer un appareil sur Mars et étudier les ressources de cette planète. La contribution d'Aberystwyth dans ce projet concerne les lentilles teintées des caméras qui seront utilisées sur Mars. En plus de cela, l'université a conçu une lentille réfléchissante permettant d'observer sous le rover. Pour résumer, IDRIS a été utilisé dans le cadre du projet Proviscout pour tester la navigation visuelle. Ces résultats seront ensuite utilisés dans le cadre du projet ExoMars. Ma première mission a consisté à créer un programme afin de corriger la dérive d'un des appareils d'IDRIS. Cet appareil s'appelle le PTU, ou Pan Tilt Unit. Il s'agit d'un appareil permettant de faire tourner la caméra fixée à son sommet selon 2 axes. Un axe panoramique, ou pan, et l'inclinaison, ou tilt. Le Pan Tilt Unit sert de support à la caméra panoramique.
Cette caméra permet de prendre des photos à 360 degrés au lieu de prendre plusieurs photos sous des angles différents. Le résultat est alors plus net et précis. Toutefois, le problème de cette caméra est qu'elle doit toujours être stabilisée de façon verticale. C'est pourquoi le PTU dispose de deux types de fonctionnement. Un premier mode stabilisé, c'est-à-dire que quelle que soit l'inclinaison du sol, en pente ou non, le PTU s'y adapte et corrige automatiquement l'inclinaison. Ou bien un mode fixe vertical, c'est-à-dire que la caméra reste constamment perpendiculaire au rover. Nous constatons bien que suivant le premier mode, la caméra est bien stabilisée, contrairement au second mode où elle est mal stabilisée. Lors de l'achat du PTU, celui-ci était vendu avec un mode stabilisé intégré. Toutefois, comme nous pouvons le constater dans cette vidéo, le PTU a gardé un problème de dérive. Au lieu de rester stabilisé comme il le devrait, en pratique, il dérive. Il convient donc de corriger ce problème, et c'est à ce stade que je suis intervenu. La première solution envisagée était de sauvegarder la position du rover et regarder si après un temps X, le PTU était toujours à la même position. S'il ne l'était pas, il fallait alors calculer la dérive. Nous lui envoyons ensuite la valeur contraire de cette dérive pour la contrebalancer. L'inconvénient de cette solution était qu'elle ne fonctionnait pas si le rover s'était déplacé. Elle a donc été gardée pour faire un calcul initial de la dérive. La deuxième solution avait le même fonctionnement que la première. Toutefois, en plus, nous utilisons un inclinomètre qui nous permet de connaître la valeur de l'inclinaison du rover. À partir de ces données, nous déterminons ensuite la position verticale à laquelle il est censé se situer. Une fois les programmes correspondant aux solutions réalisées, celles-ci ont été installées sur une carte Raspberry Pi permettant de contrôler le PTU, l'inclinomètre et divers relais. J'ai ensuite modifié le programme du serveur déjà présent sur la carte pour qu'il implante les nouvelles fonctionnalités. L'installation de la carte ne fut pas sans difficulté. En effet, un problème de masse crée des erreurs. Ce n'est qu'au bout d'une journée passée dans le camion avec le robot que l'erreur fut enfin identifiée et corrigée. Les tests du PTU furent alors réalisés et s'avérèrent concluants. C'est ainsi que s'est achevée ma première mission. Ma deuxième mission concernait toujours le rover, et c'est avec mon collègue Kevin Josselin que j'ai travaillé dessus. A l'origine, les commandes du rover étaient envoyées à l'aide d'un terminal, ce qui pouvait devenir fastidieux et source d'erreurs. Ma mission était donc de créer une interface graphique permettant d'envoyer des commandes au rover. Cette mission présentait deux contraintes principales. La première était de permettre à l'utilisateur d'ajouter facilement de nouvelles commandes à l'interface, et aussi que cette interface ait une gestion des utilisateurs. La deuxième contrainte était de ne pas utiliser le serveur X, qui est l'environnement graphique. Concernant la première contrainte, nous avons décidé d'utiliser l'environnement de développement Qt, qui nous a permis de créer facilement l'interface graphique en C++. Nous avons conçu le programme afin que dans un premier temps, il charge les fichiers de configuration des utilisateurs. Une fois le profil choisi, les commandes associées à ce profil sont alors chargées. Pour chaque commande, un bouton est alors créé permettant l'envoi de cette commande. Ainsi, l'interface s'adapte à chaque utilisateur. Comme nous pouvons le voir sur ces images, dans un premier temps, l'utilisateur peut choisir le profil qu'il veut. Une fois le profil choisi, des boutons qui sont propres à ce profil apparaissent. Chacun de ces boutons a alors une commande qui lui était associée. Si l'utilisateur l'a souhaité, les résultats de ces commandes sont alors affichés dans une fenêtre différente. Concernant la deuxième contrainte, l'utilisation du FrameBuffer était nécessaire. Il s'agit d'une couche d'abstraction graphique permettant de remplacer ServerX. Si la théorie était facile, la pratique s'est avérée beaucoup plus compliquée. Il nous aura fallu, avec l'aide de Frédéric Labrosse, 3 jours pour réussir à l'activer. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire fonctionner l'écran tactile. Les pilotes de cet écran ne marchaient pas. La seule solution consistait à trouver un autre pilote non officiel ou à changer d'écran. Au final, nous avons quand même pu constater le bon fonctionnement du